Bonjour à tous. Ce cours va traiter d'un aspect général sur la structure des systèmes à microprocesseurs. Une deuxième vidéo suivra pour voir la structure interne du DSP qu'on utilise en IF40. Ce cours-là se veut un peu plus généraliste pour vous introduire les notions de structure de systèmes à microprocesseurs et leur fonctionnement. Alors je vais, comme pour le cours de la dernière fois, m'appuyer sur le document de cours que je vous ai diffusé. Donc on commence à la page numéro 15 et on y va tout de suite avec les structures des systèmes à microprocesseurs. Donc de quoi va-t-on parler dans ce cours? On va parler d'un système micro-informatique ou encore plus communément appelé microcontrôleur. D'accord? Donc un microcontrôleur, c'est une structure où à l'intérieur, on va retrouver un microprocesseur, de la mémoire, alors qu'elle peut être de type ROM ou RAM, on va voir le détail par la suite, et des périphériques, des entrées-sorties. D'accord? Donc un microcontrôleur regroupe l'ensemble de ces structures. Bien faire attention à la différence, un microprocesseur et un microcontrôleur, ce sont deux entités différentes. Si vous voulez, un microcontrôleur, c'est un microprocesseur avec plusieurs architectures, plusieurs structures électroniques autour de ce microprocesseur. Donc on va voir ça dans le détail. Un petit schéma pour illustrer tout ça. Donc le microprocesseur, c'est vraiment le cœur de notre système, c'est le cœur de notre microcontrôleur. Pour pouvoir fonctionner, le microprocesseur, il réalise des calculs où on lui donne des instructions qu'il doit effectuer de manière séquentielle. Donc, il effectue des calculs les uns après les autres. Comment est-ce qu'on formalise ça? On formalise ça avec un programme. D'accord? Ce programme, c'est ni plus ni moins qu'une liste d'instructions qu'il doit faire séquentielle. Ce programme, il faut bien, cette liste de courses, si je peux vulgariser ainsi, il faut bien la stocker quelque part pour que le microprocesseur puisse la lire et connaître les actions successives. Eh bien, on va la stocker dans de la mémoire. C'est pour ça qu'on retrouve de la mémoire. Alors, généralement, on sépare la mémoire en deux parties. La mémoire qu'on appelle ROM, ou en tout cas de type ROM, est la plupart du temps dédiée au programme en lui-même, c'est-à-dire à la liste d'instructions que le microprocesseur doit effectuer. Et la mémoire, qui la plupart du temps est de type RAM, va servir aux données, c'est-à-dire stocker les résultats des calculs. Alors, c'est bien beau de calculer et de faire des instructions mathématiques, néanmoins, le but du jeu d'un microcontrôleur, c'est de pouvoir interagir avec l'environnement. Donc, pour ce faire, il va disposer de ports d'entrée-sortie numériques, de périphériques, pour pouvoir y interfacer différents appareils électroniques. Afin de pouvoir communiquer entre chacune des structures, on va retrouver un principe de bus d'adresse et de bus de données. Je vais en parler beaucoup plus en détail par la suite. Donc un petit résumé de ce que je viens de dire. Le microprocesseur, il exécute les opérations, qu'elles soient logiques ou arithmétiques, qui permettent de calculer les données de sortie à partir de nos données d'entrée. Il contient en son intérieur l'unité centrale, des registres et des logiques de décodage des instructions pour pouvoir lire la liste de courses que vous lui donnez. On va retrouver deux types de mémoire. Les types de mémoire ROM qui permet le stockage du programme, des instructions effectuées. Elle est chargée une fois pour toutes avec un programme. Alors, c'est globalement le cas dans les structures à microcontrôleurs. Néanmoins, de plus en plus maintenant, et l'écrasante majorité des microcontrôleurs est faite comme ça, c'est le cas d'une autre également, cette mémoire ROM est en fait de l'EPROM. Donc elle est électriquement effaçable, ce qui veut dire que vous pouvez modifier le programme. Ce programme est celui que doit exécuter le microprocesseur à son démarrage. Aucune modification de programme n'est possible lors de son exécution. L'utilisation d'une mémoire de type ROM permet de conserver le programme à l'extinction du système. Cette mémoire est accessible uniquement en lecture. Bon, maintenant, on voit plus lecture-écriture, mais on va dire dans la forme originelle, la philosophie était faite comme ça. Donc on y accède uniquement en lecture par le microprocesseur.
La mémoire RAM, quant à elle, elle va stocker les données nécessaires au traitement du programme. Si vous faites une addition, C égale A plus B, eh bien elle va stocker A, B et C. Elle stocke le programme machine accompagné de ces données. Elle est accessible en lecture et en écriture. Attention, les données sont volatiles. La plupart du temps, elles sont perdues après une coupure d'alimentation. Là encore, certains microcontrôleurs proposent pour cette partie-là certaines des mémoires en RAM et des mémoires en EPROM pour pouvoir sauvegarder les valeurs malgré une coupure d'alimentation. Les ports d'entrée-sortie numériques, les ports d'entrée-sortie en général, qui sont numériques ou non, permettent au système donc de communiquer avec l'extérieur. Chaque composant peut communiquer avec le microprocesseur par l'intermédiaire de bus d'adresses, bus de données et de contrôle. Les transferts, alors j'insiste bien là-dessus, ils s'effectuent toujours entre le microprocesseur et un composant, donc qui sont dénommés de la manière suivante. Le microprocesseur, lorsqu'il va interagir vers un composant, on va dire qu'il réalise une opération d'écriture. Et lorsque le composant va interagir avec le microprocesseur il va lire les données. C'est une opération de lecture. On va abréger ça dans la littérature et dans les différents schémas. Vous verrez WR pour write et RD pour read. Alors on distingue plusieurs types de mémoire. Comme je vous l'ai dit auparavant, deux grandes familles, RAM et ROM. Du côté de la RAM, on va retrouver de la dynamique et de la statique. Et du côté de la ROM, alors toute une pléthore de différentes ROM. Donc ROM, c'est le terme générique à l'intérieur, et celle qui est principalement utilisée dans le microcontrôleur, c'est la PROM et surtout l'EPROM pour Electrical, le E pour Electrical Programmable ROM. Donc ça veut dire qu'on peut l'effacer électriquement. Néanmoins, ces données sont conservées lors de coupures d'alimentation, ce qui n'est pas le cas de la RAM, où elle, tout est perdu. Alors, le principe, on va appeler ça ce qu'on appelle l'adressage. Donc les transferts entre le microprocesseur et les autres composants, ainsi que l'identification des données, eh bien, ils sont possibles grâce au principe qu'on appelle l'adressage. Donc, pour comprendre ce principe, il est nécessaire d'étudier l'organisation d'une mémoire. On va regarder un petit peu comment fonctionne une mémoire et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on utilise ce système d'adresse. Comment est organisée une mémoire? Donc une mémoire, ça stocke et ça restitue des données binaires. C'est pour ça que le cours précédent traitait sur les bases mathématiques et notamment la base binaire et hexadécimale. Donc pour pouvoir retrouver une donnée qui est stockée dans la mémoire, il faut un minimum d'organisation. Comment trouver une information parmi les milliers d'informations qui sont stockées dans une mémoire? Donc une mémoire, ça stocke une donnée ou un mot, un emplacement. Alors j'insiste bien sur le mot mot. Le mot, c'est la taille d'une case de la mémoire. En bref, c'est un ensemble d'emplacements qui contiennent une donnée chacun. Donc c'est un ensemble, on peut voir ça comme un ensemble de cases, et chaque case est de taille de 1 mot. Alors combien y a-t-il d'emplacements dans une mémoire? Eh bien ça dépend de la mémoire que vous achetez. Il faut regarder le nombre de bits d'adresse. Si le nombre d'adresses est de m fils, la mémoire peut stocker 2 puissance m données. La mémoire peut être vue comme un énorme casier de boîtes aux lettres. Dans votre immeuble, si vous habitez dans un immeuble, vous avez des boîtes aux lettres. Chaque boîte aux lettres a une adresse spécifique. La mémoire, c'est la même chose. C'est un ensemble de cases. Chaque case a la même taille, c'est-à-dire un mot. Et chaque case a une adresse. Et donc, pour aller lire ou écrire dans une case précise, on va utiliser le bus d'adresse que vous voyez ici. Ce bus d'adresse, il est composé de X fils, de M fils, et donc plus on a de fils, plus on aura d'adresses, et donc plus on aura de cases dans la mémoire. Et donc pour connaître le nombre de cases de la mémoire, eh bien il suffit de faire la formule 2 puissance m avec m le nombre de fils. Petit exemple, si vous avez 10 bits d'adresse en entrée ici, donc vous avez 10 fils, vous aurez 2 puissance 10 cases, soit 1024 cases possibles. Chaque taille de case fait un mot. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un mot?
Eh bien, un mot, c'est la taille d'une case, ça peut prendre différents nombres de bits, ça dépend de la mémoire que vous achetez. Donc il faut le regarder le nombre de bits de données. Si le bus de données contient n fils, la mémoire stocke des mots de n bits. Hein? En sortie, qu'est-ce que vous allez avoir? Si vous lisez par exemple, vous aurez une adresse ici, et on va ouvrir la boîte aux lettres, prendre le mot et le mettre sur le bus de données. Donc la taille d'un mot, c'est la taille en nombre de fils du bus de données. Et c'est pareil, si vous avez par exemple 8 fils en sortie, eh bien un mot fera 8 bits. Si on avait 16 bits, etc. Dans une mémoire, toutes les cases font la même taille de mot. Le nombre de bits qu'une mémoire peut stocker, donc l'ensemble, si je parle en bits, donc total de la mémoire, c'est le nombre de cases multiplié par le nombre de bits qu'on met dans une case, c'est-à-dire un mot. D'accord? On a vu que le mot, c'était les fils en sortie, qu'on appelle n ici. On a vu que le nombre de cases, c'était 2 puissance m, avec m le nombre de bus d'adresse. Et bien on obtient le nombre de bits que peut stocker la mémoire est 2 puissance m fois n en bits. Si on veut, principalement, on parle de la taille de la mémoire en octets. Un octet, je vous l'avais vu précédemment, c'est 8 bits. Donc on va diviser ce résultat par 8 pour l'avoir en octets. Alors maintenant, les mémoires sont tellement grosses qu'on parle en kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets. La mémoire est pilotée par le microprocesseur par l'intermédiaire du bus de contrôle. Le bus de contrôle, c'est ce qu'on va voir ici. Ça va permettre d'activer ou de désactiver la mémoire. Alors, un petit exemple pour voir si on a bien compris. Indiquer la capacité en bits, octets et kilo-octets de cette mémoire. Je regarde ce composant-là sur le schéma électrique, je remarque deux choses. La première, c'est que le bus d'adresse, c'est facile à reconnaître parce que les bits commencent par A comme adresse. Il est de 14 bits. Donc, je peux tout de suite en déduire le nombre de cases. Je prends ma calculatrice qui sera de 2 puissance, pardon, ça c'est le carré, il faut que je me mette en mode scientifique, 2 puissance 14. Il y aura donc 16 384 cases à l'intérieur de cette mémoire, chaque case faisant un mot. De combien de bits fait un mot? Je regarde le bus de données, petit d comme data. Il y a 8 bits, donc chaque mot fera 8 bits. Il suffit de multiplier ce résultat par 8, et j'ai ainsi, cette mémoire fait 131 072 bits. Pour trouver la taille en octets, je divise par 8, soit un équivalent de 16 384 octets. Pour trouver la taille en kilo-octets, attention, voir mon cours précédent, je vais diviser par 1024 la taille en octets, pour passer de octets à kilo-octets. Et j'obtiens 16 kilo-octets. Cette mémoire fait 16 kilo-octets. Donc vous avez vu, sans ouvrir la datasheet de la mémoire, rien qu'en regardant le schéma électrique, je suis capable d'extraire toutes ces informations. Alors, le bus d'adresse, ça va être les fils qui sont ici. Donc ces fils-là vont être reliés au microprocesseur. Maintenant, le bus de données. Le bus de données, il va transporter les instructions du programme. Donc c'est contenu en mémoire vers le microprocesseur. Donc dans cette mémoire-là, dans chaque case, je vais stocker une instruction. Donc une instruction, ça va être ma liste de courses, hein, les unes après les autres. Que va faire le microprocesseur? Il va envoyer une adresse, l'adresse de la première instruction à lire, et ensuite, il va incrémenter son bus d'adresse de 1 à chaque fois pour lire l'instruction suivante, la case d'en dessous. Côté données, lorsque je vais envoyer une adresse, la mémoire va ouvrir la boîte aux lettres, va ouvrir la case et va mettre les données sur le bus de données. Le bus de données est connecté également au microprocesseur, il pourra lire les données et savoir les instructions qu'il doit réaliser. Donc le bus de données, il transporte les instructions du programme contenues en mémoire vers le microprocesseur pour qu'elles puissent être exécutées. Ce transfert, il débute dès la réinitialisation, je vais y arriver, du microprocesseur, donc le reset.
ce qui lui permet d'exécuter le programme logé en ROM au démarrage. Il transporte les données échangées, qu'elles soient lues ou écrites, avec la RAM ou les périphériques. Le nombre de lignes que constitue le bus de données, il détermine la taille des informations échangées avec le microprocesseur. Bien sûr, il est dépendant de la taille d'un mot de la mémoire. Ce nombre définit généralement l'appellation du microprocesseur. C'est ce que vous voyez quand vous achetez des ordinateurs, par exemple, et vous voyez un microprocesseur 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son bus de données est sur 8 bits, 16 bits, 32 bits. Et donc, on va avoir de la mémoire associée qui a des mots de 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. Alors, le bus d'adresse, c'est le microprocesseur avec son bus d'adresse qui sélectionne le composant et qui fait l'objet d'un transfert, et afin de lui spécifier l'adresse exacte dans l'espace mémoire avec laquelle l'échange doit avoir lieu. Le nombre de lignes d'adresse du microprocesseur détermine la taille maximale de l'espace mémoire adressable. Par exemple, si le nombre de lignes d'adresse est de 10, la taille de l'espace mémoire, alors en kilomots, est de... Alors, on reprend notre calculatrice. Si j'ai 10 fils, je vais avoir 2 puissance 10, soit 1024 cases, donc 1024 mots. Pour le trouver en kilomots, je divise par 1024, soit 1 kilomot. Donc ici, vous pouvez écrire 1 kilomot. La taille de l'espace mémoire en kilooctets pour un microprocesseur de 8 bits. 8 bits, ça veut dire que 1 mot, c'est 8 bits. Donc, 1 kilomot, c'est 1024 fois 8 bits. Ça me donne 8192 bits. Pour le trouver en octets, je divise par 8. Ça me fait 1024 octets. Et pour le trouver en kilo-octets, c'est ce qu'on veut ici, je redivise par 1024. Et j'ai donc bien 1 kilo-octet. Si maintenant, ma mémoire, le bus de données 1 mot est de 16 bits, eh bien, je peux refaire le même raisonnement, c'est-à-dire j'ai 1024 cases que je multiplie par 16 bits, puisqu'une case fait 16 bits, ça me donne 16 384 bits, je divise par 8 pour trouver en octets, je redivise par 8 pour trouver en kilo-octets, et ça me donne 2 kilo-octets. C'est logique, on a multiplié par 2 le nombre de fils. Je vous laisse faire à la maison le même raisonnement pour des adresses de 16 bits et de 22 bits. Alors pourquoi j'ai mis 22 bits? Parce que c'est le nombre de bits que contient le bus d'adresse du DSP qu'on utilise. Le nombre de lignes. Nombre de lignes, nombre de bits, c'est la même chose. Hein. Petite remarque, l'adresse d'instruction en cours de chargement dans le registre d'instruction du microprocesseur est gérée de manière autonome par le microprocesseur, par l'intermédiaire du compteur ordinal. Donc le compteur ordinal, c'est lui qui dit à quelle adresse on va lire la prochaine liste de courses. Donc généralement, le compteur ordinal, on l'incrémente de case en case. On a également, mais on ne le verra pas en IF40, un contrôleur DMA. DMA, ça veut dire Direct Memory Access, qui peut gérer le bus d'adresse indépendamment de l'unité centrale, lorsqu'il équipe le microprocesseur. Donc en fait, il est capable d'aller exécuter des instructions précises en dehors de ce que le microprocesseur a besoin. Si vous voulez, c'est comme un petit deuxième microprocesseur. Alors, tout ça nous fait dire qu'on a besoin d'organiser la mémoire. Donc on va prendre un exemple pour faire ça. Donc on va prendre un microprocesseur ayant 16 bits d'adresse. Donc 16 bits d'adresse, 2 puissance 16 possibilités, soit 65 536 cases adressables. On repère les adresses en hexadécimal, donc on va écrire en hexa, hein, parce qu'en binaire ça serait beaucoup trop long. Donc de 0000, hein, 4 digits hexa, ça fait 16 bits, jusqu'à, ça c'est adresse min, jusqu'à adresse max, tout des 1, donc FFFF. Alors on va retrouver dans les structures de microcontrôleurs deux grandes architectures. Alors il y en a une qui est beaucoup plus majoritaire que l'autre. Hein. On va commencer par la plus ancienne et celle qui est très minoritaire. Donc vous les retrouverez sur des microcontrôleurs plutôt bas de gamme, qui est l'architecture von Neumann. Donc l'architecture von Neumann, qu'est-ce que c'est? Le programme et les données, ils se partagent dans un espace d'adressage unique, linéaire. C'est-à-dire que
que ce soit la liste d'instructions que j'envoie ou que ce soit les données de A, B, A plus B égale à C de C, c'est dans la même zone mémoire. Voilà, donc en gros, il y a un bus d'adresse, un bus de données, et c'est tout. Alors ça veut dire que le microprocesseur, il doit déjà aller envoyer une adresse pour lire l'instruction, récupérer l'instruction, ensuite il regarde ce que c'est, bah, s'il faut qu'il fasse A plus B par exemple, il doit ensuite envoyer l'adresse pour récupérer A, le récupérer, envoyer l'adresse pour récupérer B, le récupérer, faire A plus B et donc trouver C en interne, et puis ensuite prendre C et aller l'écrire dans la mémoire. Donc vous voyez, toutes les étapes, ça fait beaucoup d'étapes différentes. À chaque étape correspond un coup d'horloge. Hein. Donc si votre processeur est à 150 MHz, comme c'est le cas de notre DSP, et eh bien là, avec ce que j'ai déjà décrit, ça faisait 5 coups d'horloge. Donc il s'est passé 5 divisé par 150 millions de secondes. C'est pas beaucoup, mais vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus que la deuxième architecture. Donc dans cette architecture, l'information stockée en mémoire est codée en binaire. Le processeur n'est capable d'exécuter une instruction que si elle est placée dans la mémoire, c'est logique. Et une zone de cet espace est réservée pour le stockage du programme, puisqu'on partage les données et le programme. On en a une autre pour les données, et enfin une troisième pour la pile. La pile, ce sont les données temporelles. Alors cette architecture-là, elle n'est plus du tout utilisée parce que, vous voyez bien, elle ralentit beaucoup. Seulement dans les microcontrôleurs bas de gamme. L'architecture la plus utilisée, c'est celle qu'on utilise dans le DSP, c'est l'architecture Harvard. Donc, dans l'architecture Harvard, eh bien, on a deux zones différentes. Donc, le programme et les données occupent des espaces d'adressage distincts. Ça veut dire qu'on a deux bus d'adresse. Un bus d'adresse pour le programme et un bus d'adresse pour les données. Donc, vous voyez ici, le bus d'adresse pour le programme, le bus d'adresse pour les données. Et pareil, on a le bus de données pour le programme et le bus de données pour la zone de données. La pile, elle est partagée dans la zone donnée. Donc cette architecture, elle permet de faire quoi? Eh bien, vous pouvez aller lire l'instruction et en même temps aller récupérer A. D'accord? Donc, elle fait économiser énormément de temps. Donc cette architecture permet d'améliorer les performances de rapidité du microprocesseur par l'utilisation de bus différents pour la manipulation des données et pour la lecture du programme. Donc les adresses de la zone mémoire peuvent être alors identiques aux adresses de la zone de données, puisque c'est comme s'il y avait deux mémoires différentes. D'accord? Puisqu'elles correspondent à des emplacements physiques distincts. Et elles sont véhiculées par des bus distincts. Alors un petit mot pour finir sur le bus de contrôle. Le bus de contrôle, il permet de définir le sens des transferts. Est-ce qu'on écrit ou est-ce qu'on lit? Donc, il sert à synchroniser le microprocesseur et le composant sélectionné, la mémoire dans notre exemple ici, lors d'échange des données. Donc le bus de contrôle, en fait, il peut être constitué de deux lignes. Une ligne qu'on appelle RD pour read et une ligne WR pour write, qui sont la plupart du temps actives à l'état bas. Vous verrez WR bar, pour dire que quand on met un 0 dessus, on veut écrire. Vous le voyez ici. D'accord? Donc quand on va mettre un 1, c'est qu'on veut lire, read, et quand on met un 0, c'est qu'on veut écrire, write. Alors, vous trouverez d'autres fils que constitue ce bus de données. Par exemple, les CS pour Chip Select. Je vais aller pouvoir activer et désactiver une mémoire. Lorsque le bus de données ne concerne pas la mémoire que je veux attribuer, eh bien, je n'ai pas besoin de l'alimenter. Je n'ai pas besoin de l'activer. Donc, je vais la désactiver. Donc, c'est avec son entrée qu'on appelle Chip Select, permet d'activer ou désactiver la mémoire. Et puis après, vous avez le bus de données, hein, donc c'est ce qui sort de la mémoire, ce qu'on a vu tout à l'heure. Remarque, on peut ajouter aux signaux de contrôle précédents les lignes d'interruption qui permettent de déclencher des interruptions matérielles et également les signaux DMA, Direct Memory Access, qui jouent le rôle de bus de contrôle entre les composants et un éventuel contrôleur DMA. Mais ça, on ne le verra pas en IF40. Voilà, je m'arrête là pour cette petite vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui font suite à ces principes-là, mais avec ceci, vous avez déjà vu, grosso modo, l'architecture d'un microcontrôleur qui est composé d'un microprocesseur, de la mémoire et des périphériques, et vous avez vu comment est-ce que on transite des informations entre ces éléments que sont microprocesseur, mémoire et périphérique. C'est vrai que j'ai insisté sur la mémoire, mais les périphériques, ça marche exactement pareil. Hein. Bus de données, bus de contrôle. Et les possibilités qui sont offertes par le fait de placer un programme dans la mémoire et de pouvoir exécuter certaines instructions. Voilà, je vous remercie.